Merci, Bonjour. merci pour votre inscription et d'être présent aujourd'hui. On va Bonjour. peut-être, Louise, je te laisse faire. On va couper les micros tout le monde, mais le chat reste ouvert. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Olivier prendra un moment aussi pour répondre à toutes vos interrogations à la fin de sa présentation. Donc juste pour une petite mise en contexte, en fait, Olivier a une double casquette. Il est aventurier et en même temps chef d'entreprise. Donc voilà, avec un apport très intéressant sur la thématique d'aujourd'hui. Et il était à l'origine au programme de notre cérémonie initialement prévue le 19 mars qu'on a dû annuler. Donc on voulait pas rester sur cette annulation au vu du contenu qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a aussi organisé ce webinaire qui se déroulera en 2 parties. Donc aujourd'hui plus un apport d'expérience de la part d'Olivier. Et la semaine prochaine, ce sera une co-animation également avec Jean-Luc Christin sur plus des outils et des approches plus concrètes pour faire face à ce que nous vivons actuellement. Donc voilà, je laisse peut-être Olivier prendre la suite et on continue d'accueillir quelques personnes encore. Ok, super, merci. Juste précision par rapport à ces 2 webinaires, ils sont distincts l'un et l'autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va voir ce que j'ai compris de nécessaire pour avoir un collectif qui soit à la fois efficient et dans le bien-être dans un environnement incertain et complexe, parce que j'ai vécu à travers les expéditions. Et comme tu le disais, Justine, la semaine prochaine, le 30, on sera sur des outils vraiment pratico-pratiques pour l'entreprise, notamment pour les managers qui sont au carrefour de 15 000 demandes en général et encore plus en ce moment. Cela étant dit, on peut voir un des webinaires, on peut voir l'autre, et il n'y a pas nécessité de voir les deux. Donc des gens, par exemple, qui ne seraient pas là aujourd'hui, peuvent très bien venir la semaine prochaine sur les aspects pratiques. Voilà, est-ce que ma souris fonctionne? Oui. Donc en 2 mots, vous l'avez dit, je m'appelle Olivier Frudieux, j'ai une double vie, mais il n'y a pas de mal à ça. J'étais 12 ans chef de projet en informatique, essentiellement chez Capgemini. Donc je connais vraiment l'entreprise de l'intérieur à travers ça, puis en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Et puis j'avais une passion pour les activités de montagne, et ça m'a conduit en 2001 à venir traverser l'Himalaya, à faire une première ascension en Himalaya. C'était sur un sommet d'un peu plus de 7000 mètres, et ça se passait au Népal. Le nom du sommet n'a pas vraiment d'importance, ça s'appelle le Imlunimal, mais après le nom n'est pas vraiment important en soi. Et on était une équipe de 10 personnes, et on va revenir sur cette expédition. Je vois juste que je n'ai pas lancé mon timer, voilà, je me lance un timer. On va revenir sur cette expédition là, aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis retourné en Himalaya, cette fois-ci pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant 1 an. Un voyage que j'ai fait les 2 tiers du temps avec quelqu'un qui s'appelle Carole Soubiran. Et puis un tiers du temps seul à la fin, avec des ascensions à la fin. 3 ascensions en plus de 6000 mètres, plus 5000 mètres pardon, en solo, et puis 2 ascensions à plus de 6000 mètres. Et puis ensuite, j'ai donné un coup de main à cette expédition-là. Ça, c'était en 2010. C'était une expédition exceptionnelle sur laquelle on va revenir aussi. Exceptionnelle parce qu'elle est organisée par les Montagnes du Silence, et que les Montagnes du Silence, c'est une association de sourds qui pose des ponts entre le monde des sourds et le monde des entendants à travers les activités de montagne. Donc, tout comme dans l'entreprise, on peut avoir de l'interculturel, là, on va avoir des moyens de communication différents, des cultures qui sont différentes. Et donc, il y avait une vraie richesse humaine dans cet expé-là. Et puis, mon présent aujourd'hui, il est centré sur le Canada, où j'ai un camp de base permanent maintenant, et où j'y vais tous les hivers pour faire du ski tracté par cerf-volant sur la banquise, ou l'été, du kayak tracté par cerf-volant sur la mer, ou du kayak tracté par une voile pendue dans le ciel, tout un cerf-volant. Enfin, voilà, c'est plus de petites affaires. Et avec ça, je prends des grands bols d'air dans des univers qui ont tous en commun d'être extraordinaires, d'être grands, d'être naturels, d'être ressourçants, mais aussi d'être exigeants, changeants, incertains, imprévisibles. Et à ce titre-là, assez similaire avec l'environnement de l'entreprise aujourd'hui. Je dirais même qu'à l'instant,
l'environnement des expéditions et l'entreprise ont pas mal fusionné en termes d'incertitude, d'imprévu, etc. Voilà, et pour résumer, si vous avez bien compris, j'aime bien le froid, mais il y a une bonne raison à ça, hein. J'ai lu dans un journal scientifique, alors je ne sais jamais plus trop lequel des deux c'était. En tout cas, je suis sûr que j'ai lu quelque part que le froid ça conserve. Ou alors c'était la notice de mon congélateur, en tout cas j'ai vu ça quelque part. Voilà, et comme on a tous travaillé, enfin qu'on travaille tous dans le monde de l'entreprise, mais qu'on n'a pas tous fait des expéditions, je vous ai amené 30 secondes d'image de mon bureau actuel. C'est un bureau en plein air, par de passage vert. Ah, Olivier. Il fait pas beau. Quand il fait bon, il fait moins 25 degrés. Une température normale, c'est moins 35. Et vraiment au plus frais de ce que j'ai connu, je me souviens il y a 3 ans d'un petit moins 74 degrés qui m'a laissé des souvenirs impérissables. Voilà, par contre, quand on parle de droit à la déconnexion, là-bas, ça marchait bien. Ça marche super bien. Voilà, et en fait, ce dont je me suis rendu compte dès la première expédition, c'est que la plus grande difficulté d'une expédition, c'est pas une histoire de piolet, de crampons, de gros muscles, de connaître l'environnement. Évidemment, tout ça est important. Mais le plus essentiel, c'est de retrouver la réponse à la question toute simple, c'est comment est-ce qu'on fait pour être efficient, collectivement, confronté à une montagne d'incertitudes. Parce qu'en permanence, la montagne change, l'itinéraire à suivre sur le glacier, il y a des options qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, la météo change, etc. Et en fait, la plus grande difficulté, c'est qu'on organisait au départ notre ascension avec les approches traditionnelles de l'entreprise, planifier ce qu'on va faire, qui va le faire, quand est-ce qu'on va le faire, on le met en route, on vérifie que ça a fonctionné. Et en fait, ces processus étaient trop lents, et du coup, on se retrouvait toujours à courir après le temps et à essayer de rattraper ce qu'on aurait dû faire mais qu'on n'avait pas pu faire dans les temps. Et puis, on était confronté aussi à un deuxième challenge, c'est que, comme dans l'entreprise, on a des décisions qui sont à prendre, et comme dans l'entreprise, toutes les décisions ne sont pas, sont pas toutes stratégiques, ne sont pas toutes structurantes, mais quand même, dans notre domaine, il y a la vie des hommes et des femmes qui sont associés enfin, se trouvent derrière chaque décision. Et donc, elles sont quand même plutôt stratégiques, les décisions qu'on prend nous. Et on les prend comme dans l'entreprise, dans le brouillard, sauf que chez nous, c'est au sens propre, comme au figuré sur le glacier, et qu'on a besoin d'un niveau d'efficience optimal du collectif, et en même temps d'un niveau de bien-être suffisant pour pouvoir aller loin, longtemps, pour que ce soit aussi comment dire, que cet environnement, même difficile, soit une source d'épanouissement. Et donc, du coup, il a fallu réinventer au fil des expéditions la façon de trouver de l'efficience, non pas dans un monde plus ou moins cadré et stable, qui était un monde ancien dans l'entreprise, mais dans un monde qui ressemble à celui d'aujourd'hui, changeant, imprévisible, avec des éléments de surprise, avec des contraintes fortes qui tombent et qu'on ne pouvait pas imaginer, avec aussi des vraies opportunités qui se créent et qui sont à saisir, et parfois qui sont des opportunités éphémères, donc qu'il faut attraper rapidement au moment où elles passent. Alors si on reprend le film à peu près au tout début, on est au moment de la première ascension, le sommet de 7000 mètres au Népal, on est une équipe de 10 personnes. Le sommet, c'est celui que vous avez à l'image. Et cette expédition, elle n'est pas... comment dire, monter au sommet, c'était pas facile. Là, j'ai pas trop l'air d'un héros, alors qu'il reste plus qu'une centaine de mètres pour atteindre le sommet à peu près, ou 200 mètres. Et je sprint vers le sommet à raison de 3 respirations par pas. Donc à un moment, il a fallu mouiller la chemise pour faire tout ça. Mais ça a été une réussite extraordinaire, ce projet-là, puisque 100% de ceux qui ont voulu atteindre le sommet dans l'expédition ont atteint le sommet, c'est-à-dire 9 personnes sur 10. Et c'est un sommet qui avait été atteint une seule fois depuis le début des temps. Donc on espérait peut-être qu'une ou deux personnes arrivent au sommet, et là, tous ceux qui ont voulu atteindre le sommet l'ont atteint. Donc c'est une réussite projet absolument extraordinaire. Et on a tous vécu là-bas des moments extraordinaires, et pas seulement parce qu'on était sponsorisé par la Chartreuse, ce qui n'a rien à voir avec la photo de droite. On a tous vécu là-bas des moments extraordinaires, mais avec le recul, j'ai quand même 2 petits regrets. Le premier, c'est que sur ce sommet, on était quand même plutôt 10 individus qu'une équipe, donc ça c'est un petit peu dommage.
Et le deuxième point, c'est qu'au retour de l'expédition, tout le monde a pris une décision, enfin quasiment tout le monde a pris une décision toute simple, ferme et définitive, c'est de ne plus jamais rien faire avec qui que ce soit de ce groupe. Ce qui pose un petit problème quand même. Imaginons qu'on se situe dans l'entreprise, hein, on a fini l'exercice fiscal, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2, le bénéfice par 18, les clients font la queue dès le vendredi soir, et ils viennent camper devant la porte d'entrée de l'entreprise pour commander vos produits, être les premiers à être servis dès le lundi matin, enfin un truc pire que la sortie de l'iPhone 18. Et puis au sein de l'entreprise, plus personne ne bossait avec personne. Petit malaise quand même. Alors pourquoi ça? En fait, sur cette expédition, il s'est passé plusieurs fois des événements comme ce jour-là que je vais vous décrire. Et puis, au sein de l'expédition, il y avait en fait deux grands types de motivation. Les deux grands types de motivation, il y avait des gens qui étaient partis pour du dépassement de soi. Donc pour eux, la réussite se mesurait au fait soit qu'on atteint le sommet, soit en tout cas qu'on ait tout tenté, tant que c'est raisonnable en termes de sécurité, tout tenté pour atteindre le sommet. Dépassement de soi. Et puis d'autres étaient partis pour se faire plaisir avant tout dans cette nature extraordinaire, et si en plus on atteignait le sommet, c'était la cerise sur le gâteau. Donc se faire plaisir avant tout. Et avec le recul, quand je regarde les motivations des uns et les motivations des autres, j'ai aucun problème. Enfin, je veux dire, elles sont éthiques, elles sont personnelles, elles sont recevables, donc c'est parfaitement OK. La seule chose, c'est que il est arrivé pendant l'expédition plusieurs fois des événements comme ce jour-là. Alors pour ce jour-là, c'est le jour de la première tentative d'assaut au sommet. On voit les traces ici dans la neige. Pour vous donner un petit peu la dimension du paysage, les deux petits points là, ce sont deux personnes. Et puis on continue, on retrouve notre trace là, et en fait on arrive d'assez loin derrière. En gros, on a marché quelque chose comme 14 heures depuis le dernier camp pour arriver à l'endroit où la photo est prise. Et il fait super grand beau, et on n'est plus qu'à 600 mètres d'altitude sous le sommet. Donc le sommet, peut être atteint ce jour-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est arrivé là ce jour-là que si on redescend, on a la garantie de pouvoir revenir, loin de là, parce qu'on approche de la mousson, tous les soirs il neige un peu plus, et la montagne devient de plus en plus dangereuse, donc c'est peut-être notre seule option pour aller au sommet. Et donc le sommet n'est pas très loin, il est atteignable, et il fait super grand beau, sauf que subitement, la météo passe du grand beau temps au grand mauvais temps, c'est une photo sans trucage, et il tombe à peu près 50 cm de neige en 30 minutes. Donc vous sprintez vers le sommet à raison de 3 respirations par pas, et puis là on rajoute 50 cm de neige, histoire d'être sûr que ça n'aille pas trop vite. Et là vous avez encordé ensemble quelqu'un qui est devant, qui a les yeux rivés sur le sommet et qui sait qu'on pourra atteindre le sommet aujourd'hui, qui est dans le dépassement de soi, et juste derrière quelqu'un qui est encordé et qui est dans le se faire plaisir avant tout. Et bien il y a des tensions, et pas que sur le bout de ficelle qu'on appelle la corde, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc au final, ce qui s'est passé pendant l'expédition, c'est ça. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expédition? Une expédition, c'est un environnement. Alors l'environnement, il est ce qu'il est. En fait, c'est une contrainte, on peut pas agir dessus. Donc la montagne, elle est raide ou elle n'est pas raide, il fait beau, il fait pas beau, ça on ne peut pas le changer. C'est la même chose dans l'entreprise. Hein. Moi, quand j'étais chef de projet chez Capgemini, des fois, j'aurais préféré que les clients soient un petit peu plus matures sur des connaissances technologiques pour faciliter la vie du projet. Mais voilà, l'environnement, il est ce qu'il est. Des fois, on aimerait bien, pour réduire les coûts de production ou d'expédition, que je sais pas, le Japon touche la France, ça réduirait les coûts d'expédition, mais le Japon, il est là où il est, et l'environnement, on ne pourra pas le changer. Par contre, là où on peut agir, c'est tout ce qui se trouve au-dessus, parce que tout ce qui se trouve au-dessus, c'est de l'humain. Ce sont des gens qui ont donc une équipe qui a un comportement, où chacun a son comportement, où les gens ont des compétences, où chacun d'entre nous a des valeurs et des croyances. On croit que certaines choses sont possibles, d'autres pas possibles, certaines choses sont bien et que d'autres choses ne sont pas bien. Et puis l'identité, hein, l'identité, c'est ce qui fait que chacun d'entre nous et qu'on est unique. Ce qui fait qu'aucun d'entre vous ne sera jamais aucun d'entre vous. Ce qui fait qu'Olivier Soudieu est Olivier Soudieu et personne ne sera jamais Olivier Soudieu. Ce qui fait que Justine, qui est avec nous et qui héberge le webinaire, est Justine et que personne ne sera jamais Justine. Bon, après, personne ne voudrait être Justine, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y a, au-delà de ça, la question du sens. Est-ce que ça fait sens que ces gens-là soient dans cet environnement-là, donc que ces gens-là soient dans cet environnement-là pour réaliser ce projet global?
Et quand nous, on a préparé l'expédition, on s'est centré sur le bas de cette pyramide. On s'est posé la question de savoir comment était l'environnement et comment on allait faire. Et en faisant ça, c'était important de faire ça, de savoir quel était l'environnement et comment on allait faire, mais en faisant ça, on est passé, en faisant que ça plutôt, on est passé à côté du vrai challenge. Et le vrai challenge, c'était pas de savoir comment on allait faire, le vrai challenge, c'est de savoir qu'est-ce qui fait sens dans cette expédition pour chacune des personnes. Qu'est-ce que toi, Olivier, tu vas chercher pour toi à travers l'expédition? Carole, c'est le prétexte pourquoi pour toi d'aller faire cette expédition. Et si on s'était posé cette question-là, eh ben, on aurait vu qu'il y avait des gens qui étaient dans le dépassement de soi, d'autres dans se faire plaisir avant tout, et il n'y avait aucune difficulté avec ça. On aurait très bien pu organiser 2 expéditions différentes la même année avec les se faire plaisir d'un côté et les dépassements de soi de l'autre. On aurait pu aller gravir le sommet du Himal une année avec les dépassements de soi, comme ça ils ouvraient le terrain et ils donnaient un maximum d'informations pour les se faire plaisir, et ça marchait très bien. On pouvait partir la même année ensemble sur le même sommet, comme on l'a fait sur le Himal, et faire des cordées, se faire plaisir, des cordées, dépassements de soi. Je veux dire, en termes de management, en termes d'organisation, il n'y avait aucun problème. La seule chose, c'est qu'en se centrant simplement sur l'opérationnel, sur les compétences des gens, et en disant, tiens, bah là, il y a un besoin, autrement dit, qu'est-ce qu'il y a comme compétences nécessaires dans le poste? Quelles sont les compétences des gens? Et en mettant ceux qui ont les meilleures compétences dans les meilleures cases de là où il y a des compétences dans le poste, en faisant que ça, on est passé à côté de l'essentiel, ce qui motivait les gens, et donc le dispositif ne marchait pas. Et ce que j'ai très vite compris, c'est que le manque de sens conduit à l'échec, malgré le succès apparent. Il peut y avoir un succès, comment dire, théorique, voire une réussite projet, hein, comme on a eu là, mais si on est amené à collaborer ensemble durablement comme dans une entreprise et qu'au bout du premier projet, plus personne ne veut bosser avec personne, c'est bien d'avoir réussi le premier projet, le problème c'est qu'il n'y en aura plus jamais un autre. Donc fondamentalement, le manque de sens conduit à l'échec. Et du coup, je me suis intéressé à d'autres expéditions qui, elles, font la part belle au sens, et c'est là que j'ai rencontré les montagnes du silence. Donc les montagnes du silence, eux, quand ils préparent, quand je les rencontre, en fait, c'est sur un festival, et ils préparent une expédition au Spitzberg, une petite île à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, avec leur équipe, une dizaine enfin 10 personnes, 5 qui sont sourdes et 5 qui sont entendantes. Alors parmi les bonnes nouvelles, tout le monde est comment dire, extrêmement motivé par ce projet-là, parce qu'en fait le vrai projet, c'est pas d'aller faire la traversée du Spitzberg, le vrai projet, c'est d'utiliser la traversée du Spitzberg pour faire un film qui démontre qu'entre sourds et entendants, on peut tout assumer au même niveau, on peut tout vivre au même niveau, et au final, donner des clés à l'entreprise pour faciliter l'intégration du handicap. Et ça, c'est préparé depuis la France avec les équipes françaises, et Dieu sait si on est en retard en France sur l'intégration du handicap dans l'entreprise. Donc, est-ce que ce projet il a une utilité? Est-ce qu'il a des vraies valeurs? Est-ce qu'elles sont incarnées? Est-ce qu'elles correspondent à, voilà, à une vision humaniste du monde? Oui, profondément. Donc, moi, je suis super motivé. Et en fait, tous les membres de l'expédition comment dire, sont soudés par le fait qu'on va participer. En gros, on va, à notre niveau, transformer le monde positivement, quoi. Et donc ça, c'est une puissance extraordinaire. Alors ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Pour les un petit peu moins bonnes nouvelles en termes de compétences, j'ai jamais vu une bande de bras cassés pareille. Bon, on se l'est dit amicalement, mais quand même, dans l'équipe des sourds, après, à part Daniel Buffard, le chef d'expédition et sa femme, personne n'a jamais fait de montagne, c'est juste pour aller faire un truc pas très loin du pôle Nord à la fin de l'année. Vous voyez, si j'étais DRH de ce truc-là, je dirais qu'entre les compétences requises par le poste et les compétences des candidats, il y a un truc qui s'appelle le Grand Canyon. Voilà. Par contre, les gens sont extrêmement motivés, et donc du coup, au fond des entraînements, montent en compétences parce qu'ils sont super motivés. Au moment du départ, tout le monde est super motivé, comme je vous l'ai dit, on va contribuer à favoriser l'intégration du handicap dans l'entreprise, on va changer le monde, donc c'est absolument génial. Alors après, comme dans chaque expédition, il y a 1000 petites difficultés. Ça, c'est la trace de l'ours, là, à droite. C'est un ours polaire. Et puis, vous noterez que comme ils se sont manqués la nuit dernière, ils vont dans la même direction. Ils se donnent une autre chance pour ce soir. Oups. Attendez, je suis allé trop vite, là. Quand on a préparé l'expédition, on a cherché le meilleur matériel. Et ils avaient des chaussures de marche garanties pour des températures jusqu'à moins 60 degrés. Donc ça, c'est la garantie absolue que personne n'allait se geler les pieds. Le problème, ils ont eu jusqu'à plus 25 degrés.
Et donc, ils ont eu les pieds qui avaient tellement gonflé qu'ils n'étaient plus, pour certains, capables de remettre leurs chaussures, même sans mettre les lacets. Vous voyez, pour marcher dans la neige, c'était pratique. Et donc, ils ont dû, au final, prendre leur couteau, découper les chaussures pour pouvoir faire des ventilations, pour que ce soit supportable de marcher avec ces chaussures-là. Ils ont eu des ampoules d'enfer, et quand je dis d'enfer, j'ai jamais vu des ampoules comme ça. Mais fait intéressant, ça n'a empêché personne d'avancer. En fait, cet épisode, ça a juste été une occasion de démontrer une fois de plus qu'un sourd peut tenir une chaussure pendant que l'entendant la découpe pour lui, et qu'un entendant peut tenir la chaussure pendant que le sourd la découpe pour la mettre à son pied, et qu'entre sourd et entendant, quelles que soient les difficultés, il y a toujours des solutions et des façons de faire, des possibilités de communiquer. Donc le problème, finalement, n'est devenu qu'une opportunité supplémentaire. En termes comment dire, de rythme, le soir, il y avait la liaison pédagogique avec les écoles de sourds, parfois ensuite une liaison avec des scientifiques. Et du coup, ils sortaient le groupe électrogène, ils sortaient l'ordinateur. Puis pendant que les guides norvégiens allaient dormir, pour les montagnes du silence, il y avait une deuxième journée après la journée de marche qui démarrait. Et ils allaient se coucher parfois à 1h, 2h du matin. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire à la première heure? Repartir marcher. Et du coup, on peut imaginer que c'était fatigant, et sûrement. Mais curieusement, et merveilleusement, je dirais, en fait, ils ont parcouru chaque jour une distance supérieure à tous les jours qui avaient précédé. Et à la fin de l'expédition, en termes d'ambiance, en termes d'engagement, en termes de motivation, en termes de relations entre les personnes, c'est juste exceptionnel, quoi. Ils ont réussi un projet qui était de très très haute difficulté par rapport à leur niveau de compétence, mais en plus, ça a été une expérience humaine absolument extraordinaire. Et si demain on remonte une expédition, ils repartent tous. Hein. Je veux dire, c'est l'exact contraire de la première expédition. Et même s'il faut quitter son job pour repartir, tout le monde quitte son job et tout le monde repart. Il n'y a aucun problème, aucune interrogation avec ça. Alors pourquoi ça? Évidemment parce qu'ils adressent la question du sens, en fait, l'ensemble de la pyramide que je vous ai présentée. Maintenant, si on veut, et ce que j'ai vu, c'est que soudés par le sens, on réussit même avec des moyens limités. C'est-à-dire que même, je n'ai pas le temps là de rentrer dans le détail de toutes les anecdotes, mais il y a eu un nombre incalculable de situations où il y avait des difficultés qui n'étaient pas prévues, qui touchaient soit le collectif, soit des personnes en particulier, mais parce que l'envie était là de participer à ce projet qui était tellement bien, comme on peut avoir un projet d'entreprise qui est porteur de valeurs incarnées et qui œuvre positivement. Regardons ce qui se passe dans les hôpitaux. Les infirmières, les médecins, ils étaient déjà surchargés avant. Là, avec le Covid, on leur a rajouté un truc genre x10. Et ce qui se passe en termes d'atmosphère, de créativité, c'est juste exceptionnel, quoi. Soudés par le sens, on réussit même avec des moyens limités. Alors maintenant, si on regarde ça en termes de management, parce que là on est dans mon monde, mais le but c'est aussi de parler de l'entreprise. Si on regarde en termes de management, en fait, ce qui a fait toute la différence, ce sont les questions ce sont les questions qu'on s'est posées et l'ordre dans lequel on s'est posé les questions. Et c'est vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette partie-là, pour moi, c'est vraiment ça. À la première expédition, l'île Monument, la première question qu'on s'est posée, c'est la question quoi? L'environnement, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? C'est de faire l'ascension du Monument, etc. Et ensuite, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire. Autrement dit, maintenant qu'on sait répondre à la question de l'environnement, c'est quoi? C'est une espèce de gros mont blanc, de neige, parfois pentu, crevassé. On a cherché à savoir quelles compétences il fallait pour que tout le monde ait le bon comportement au bon moment, donc comment on allait faire. Et puis on est parti avec ça, et on avait notre plan d'action, il n'était pas écrit, mais il était connu quand même, qui était parfaitement clair et super sur le papier, sauf que comme les raisons pour lesquelles on faisait l'expédition, donc ce qui faisait sens, était différent d'une personne à l'autre, alors c'est ok que ça soit différent, mais comme c'était différent et que ce n'était pas connu, du coup, on mettait en place notre plan d'action, et puis il y avait des frictions parce qu'il y avait des choses qui ne faisaient pas sens pour les uns ou pour les autres. Et du coup, on avait défini là comment on allait faire, on mettait en place les actions, puis ça ne marchait pas. Et comme ça ne marchait pas, ça créait de la frustration. Alors, on se posait la question de savoir pourquoi ça n'avait pas marché, on recherchait la cause.
éventuellement on trouvait un coupable, et puis ensuite on se posait une autre question, parce qu'on avait un processus super intelligent, et maintenant on fait quoi? Et pendant 8 semaines d'expédition, en fait, on a tourné sur ce questionnement qui n'était pas du tout au bon niveau, et qui était causé par le fait que les questions de sens n'avaient pas été suffisamment abordées et soudaient pas suffisamment les équipes. Les montagnes du silence ont une approche très différente. La première question que les montagnes du silence se posent, c'est aucune des questions que j'ai évoquées jusqu'à maintenant. La première question qui est posée, c'est la question pourquoi. Mais pas pourquoi en un mot, la cause, pourquoi. What for? Dans quelle intention? À quoi est-ce qu'on veut œuvrer au-delà de ce qu'on a à faire ensemble, en fait? Ou dit autrement, quelle est notre raison d'être? Qu'est-ce qui manquerait au monde si on n'était pas là? Et donc, pourquoi est-ce qu'on est unis ensemble? Qu'est-ce qui nous unit? Ben, c'est le fait de vouloir transformer le monde en permettant l'intégration du handicap dans l'entreprise. Et une fois qu'on avait répondu à cette question de ce qui fait sens pour tout le monde, collectivement, c'était le moment de se poser les questions de détail. Donc, pourquoi est-ce qu'on est réunis? Ben, pour permettre l'intégration du handicap dans l'entreprise. Et maintenant, les questions de détail, comment est-ce qu'on va faire en faisant un film à l'occasion d'une expédition et où au Spitzberg? Et fondamentalement, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre les deux expéditions. Et fondamentalement, dans ce qu'on vit aujourd'hui, l'environnement était déjà incertain, mais là, il l'est beaucoup plus. L'environnement a changé. Du coup, les comportements doivent être un petit peu différents. Justine, avant, elle travaillait au bureau et aujourd'hui, elle travaille de chez elle. Et donc, travailler de chez soi, ça veut dire sur son PC, ça veut dire qu'il y a aussi des questions de famille ou autres qui sont autour. Donc, voilà, tout l'environnement a changé, donc nos comportements doivent être différents. Mais fondamentalement, ce qui est important, ce ne sont pas nos comportements ou l'environnement, il faut ça prendre en compte, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est à quelle mission est-ce qu'on contribue. Voilà. Et du coup, Justine, Louise, Christelle Brignoli, enfin, voilà, toute l'équipe de Great Place to Work reste alignée sur ce qu'est leur mission, ils ont juste changé les modalités. Et puis le jour où les difficultés, où l'environnement redeviendra différent, à nouveau, on va changer notre façon de faire, mais on va rester aligné avec ce qui nous soude et ce qui nous, comment dire, ce qui nous dirige, ce qui nous guide. Alors une fois qu'on a vu ça pour moi c'est le plus important, c'est le socle. Une fois qu'on a vu ça, il n'empêche qu'on est quand même en train de vivre un ensemble de transitions entre un monde qui était très rarement simple et en général compliqué dans l'entreprise, et aujourd'hui c'est plus le cas, c'est un monde qui est parfois compliqué et en général complexe. Ça veut dire que dans cette transition-là, il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi des raisons susceptibles de créer des peurs, des craintes, des freins chez nos collaborateurs ou chez nous-mêmes. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un collectif qui soit efficient dans un environnement incertain et complexe? Voilà, plus globalement, sur la base de ce que j'ai vécu dans mes expériences. Le premier point qui est vraiment le socle, c'est le sens, c'est la mission, c'est la raison d'être, c'est ce que je viens de vous détailler jusqu'à maintenant. Tout ce que je vais vous raconter après, j'y crois profondément parce que je l'ai vécu sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, mon métier, c'est d'accélérer la transformation des organisations, des entreprises, pour qu'elles soient performantes et humaines dans un monde incertain et complexe. Et donc, ce que j'ai vécu sur le terrain, aujourd'hui, je le transfère dans l'entreprise et comment dire, c'est pas seulement un modèle théorique que je vais vous partager là, c'est vraiment du vécu terrain validé et en expédition et dans l'entreprise. Et tout ce que je vais vous dire après, ça ne fonctionne que si cette question de raison d'être, elle est suffisamment posée et suffisamment claire. Sinon, en gros, je vais vous raconter des choses dans lesquelles je crois profondément, mais tout ce qu'on a au-dessus, on est en train de construire un édifice, mais si le socle n'est pas suffisamment solide, on est en train de construire sur du sable. Donc il y a d'abord, je vais le dire différemment, tiens, si vous faites un webinaire avec tous vos collaborateurs et que vous posez une question toute simple, c'est quelle est notre mission ultime ou quelle est notre raison d'être, et que tout le monde répond dans le chat, est-ce que, chacun utilise ses mots, est-ce que ça raconte la même histoire? Si la réponse est oui, c'est parfait. Sinon, ça vaut la peine de réinterroger ça, parce que c'est ça qui va nous souder, nous faire ressentir en lien, même si on travaille à distance et même s'il y a des perturbations. Au-delà du sens de la mission et de la raison d'être, on va avoir besoin d'agilité.
Ça, c'est une photo que j'ai prise vers la fin de la traversée de l'Himalaya à pied, dans c'est le glacier qui est le début de la voie normale pour aller à l'Everest. Ben, imaginons que je suis au point A et que je vais aller au sommet, là, au point B. On voit bien que dans cette représentation un peu chaotique qui ressemble à peu près au monde d'aujourd'hui, c'est pas la ligne droite qui va m'emmener vers ma destination. Et d'ailleurs, quelle que soit la destination, ça ne sera pas la ligne droite. Et donc, je vais avoir besoin, dans des environnements comme ça, je vais avoir besoin d'être agile à la fois dans l'exécution de mon geste. Alors, nos gestes métiers ne sont pas les mêmes quand on travaille dans la banque, quand on est pâtissier ou quand on est alpiniste. Moi, ça sera bien plotter, bien utiliser mon piolet, mes crampons, et certainement que dans vos métiers, ce sont d'autres gestes métiers. Mais en tout cas, tous les gestes métiers sont bien faits et plus ça aide. Et il faut aussi qu'on soit agile sur le choix de la trajectoire. Ici, ce sera probablement passer par là, aller par ici, puis ensuite passer par l'arête. Il faut qu'on soit agile sur notre capacité à réinventer notre trajectoire en fonction de ce qu'on rencontre en cours de route et des nouvelles informations qui vont nous faire comprendre que non, finalement, là, on ne peut pas passer, il y a une crevasse et qu'il y a une autre façon de faire. Et si je résume cette notion d'agilité, puisque derrière, il peut y avoir un tas de notions, si vous êtes déjà, je ne sais pas si vous faites de la gestion de projet agile, par exemple, avec Scrum ou des choses comme ça, il y a des notions d'agir de façon itérative, incrémentale, etc. Mais si je résume en une phrase, pour moi, l'agilité, c'est se doter de la capacité collective à inventer le chemin en même temps qu'on le parcourt. On n'est plus dans un univers où on planifie comment est-ce qu'on va faire à moyen et long terme, et puis ensuite on le fait. On est dans un univers où on fait des petites choses, enfin on planifie des petites choses, on les fait tout de suite, on vérifie ce que ça a donné, et on ajuste le tir. Tout ce qui est bon, on le garde, tout ce qui n'est pas bon, ou pas opérationnel, on le change. Et on est sur des itérations comme ça, qui font qu'on va atteindre notre objectif, pas en ayant fait une grande stratégie à 5 ans, mais par approximation constante et en corrigeant le tir en permanence. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est des bonnes postures managériales. Imaginons que je vais faire une expédition, et je l'organise comme les premières expéditions sur les sommets de plus de 8000 mètres au siècle dernier, des expéditions qui étaient organisées de façon paramilitaire. Dans cette organisation, il y a un chef, un manager qu'on va appeler chef, qui serait moi, et puis il y a une équipe, et dans ma représentation du monde, cette équipe, elle a un petit nom, moi je l'appelle, alors je leur dis pas, mais dans ma tête, je les appelle bande d'imbéciles. Vous voyez un peu ma vision du monde. Et dans cette vision du monde, du coup, puisque moi je sais et que eux sont là pour être des exécutants, je me mets en position de contrôle, c'est-à-dire que je vais leur dire ce qu'il faut faire. Enfin, non seulement je vais leur dire ce qu'il faut faire, mais je vais leur dire aussi comment le faire. En filigrane, je vais mettre une carotte ou un bâton pour dire « et vous avez intérêt à le faire ». Et puis je mets un maximum de reporting pour vérifier qu'ils ont bien fait ce qu'il fallait, comme il fallait, dans les temps, etc., avec le bon niveau de qualité, etc. Le problème de cette organisation-là, ou les problèmes, sont qu'en termes de motivation, quand vous êtes dans l'équipe, c'est pas super. Que si aujourd'hui, ce que je veux recruter, c'est des idées nouvelles, du dynamisme et de la jeunesse et de la génération Y, ça n'a pas exactement leur culture et ça va faire des frictions qui sont importantes. Et puis le troisième point, c'est que même si on était tous d'accord pour dire que ça va fonctionner comme ça et que c'est super, à partir du moment où on est dans un environnement qui est très changeant et qui s'approche de situations de crise à certains moments, en fait, quand il y a une situation un peu crise, les décisions deviennent stratégiques, donc tout remonte à moi, le manager-chef. Et dès qu'il y a deux petites crises côte à côte, je deviens goulot d'étranglement, donc je suis plus capable de donner les décisions suffisamment rapidement. Et puis de toute façon, je prends la décision, j'ai peut-être la meilleure expérience, mais je suis un peu hors sol, donc je n'ai pas les meilleures informations pour prendre la décision. Donc le dispositif, en fait, dans un monde très changeant, celui-là, il ne peut pas fonctionner. Et du coup, comment est-ce que j'imagine une future expédition? C'est beaucoup plus comme ça, c'est de dire il y a toujours une équipe, il y a toujours des périmètres, puis pour chaque périmètre, il y a une équipe. Et puis il y a toujours un manager, mais qui est, dans mon esprit, plus un facilitateur. Et pour moi, son job, c'est de faire que la mission soit suffisamment connue, partagée, qu'on soit OK sur la raison d'être. Et ensuite, d'avoir des équipes qui soient aussi autonomes que possible pour être capables de décider le plus vite possible, au plus proche du terrain, qu'on ne perde pas de temps sur les décisions, qui s'auto-organise de la façon qui lui convient le mieux, donc qui fasse ce qu'il y a à faire, mais de la façon qui lui convient le mieux, ce
qui est infiniment plus motivant et plus engageant. Et simplement pour que les équipes aient une autonomie complète, ce qu'il faut, c'est sécuriser un périmètre. Parce qu'évidemment, si je veux faire une ascension, qu'on arrive en bas du minimal et que je dis aux équipes, maintenant vous faites ce que vous voulez, il y a peu de chances que déjà nos forces soient concentrées sur le fait d'aller vers le bon sommet. Et ensuite, si tout le monde fait n'importe quoi, ça peut amener à tout, y compris à la prochaine crevasse, et c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir délimiter, sécuriser un périmètre, et pour ça, on se choisit des contraintes. Les contraintes, par exemple, dans mon monde, c'est quand on est sur glacier, on peut être en cordée de 2 ou de 3, c'est comme vous voulez. Les cordées, c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, ou elles sont mixtes, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas, les cordées, c'est les mêmes tous les jours, ou on change quand vous voulez, ça c'est comme vous voulez. Mais quand on est sur glacier, on est en cordée. Et les contraintes peuvent venir de moi ou peuvent venir de l'équipe. Ça peut très bien être aussi une équipe qui dise on veut pouvoir se déplacer librement entre les camps. Et pour qu'on se sente en autonomie et en sécurité, on veut poser une règle qui est que quand la nuit tombe, tout le monde est dans un camp. Alors, donc il y a cette discussion pour choisir les règles qu'on veut donner de fonctionnement et les contraintes qui vont délimiter un périmètre sécurisé. Et puis à partir de là, l'équipe, une fois que les contraintes ont été choisies ensemble, l'équipe définit ses propres règles du jeu. Donc, elle répond par elle-même, il y a de l'intelligence dans le cerveau de tout le monde, donc l'équipe répond par elle-même à la question, quelle est la meilleure façon de nous organiser pour rendre au mieux le service demandé par la mission et la raison d'être, en étant en autonomie dans ce périmètre-là. Et du coup, l'équipe me remonte ce qu'il faut comme prérequis. Il faudrait 2 piolets plus longs et j'en sais rien, 50 mètres de corde. Et moi, je suis là pour être un facilitateur qui, au maximum, d'abord qui anime ce processus-là, et d'autre part qui, au maximum, fournit les prérequis à l'équipe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est chez les bisounours. Hein. Si l'équipe me demande un hélicoptère de fonction pour aller au sommet, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir le fournir. Mais on a un mode d'organisation qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus proche du terrain, capable de s'adapter au changement du terrain à très très grande vitesse, qui est infiniment plus motivant. Simplement, ce qu'il faut, c'est que dans ma posture de manager, je passe d'une posture de directeur du faire, donc en contrôle, vers une posture de facilitateur du être ensemble, avec de la co-construction et de l'émergence. Et pour passer de l'un à l'autre, évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts et c'est un processus qui est progressif, mais il y a plein de... si vous voulez qu'on rentre dans le détail pendant les questions-réponses, je pourrais vous donner quelques clés sur ça. Et puis, il y a plein de ressources. J'en cite une au hasard. Si vous allez consulter des gens qui s'appellent Great Place to Work, il y a plein de bonnes pratiques qui peuvent vous aider à accompagner ça. Donc voilà, en termes de management et de leadership, en termes d'interrelation, il nous faut aussi autre chose. C'est pas seulement individuellement passer de directeur du faire à facilitateur des êtres, enfin du être ensemble, c'est aussi d'avoir des organisations qui soient auto-adaptatives. Et là, alors c'est un des sujets sur lequel on va aller, c'est un des sujets au cœur du webinaire des outils pratiques qu'on vous partagera et qu'on vous donnera la semaine prochaine, jeudi 30. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que votre organisation, historiquement, peut-être qu'elle était hiérarchique avec plein de niveaux hiérarchiques, peut-être qu'aujourd'hui, elle est hiérarchique avec moins de niveaux hiérarchiques, et c'est déjà super. Peut-être qu'elle est matricielle, peut-être qu'elle c'est une organisation carrée, peut-être qu'elle est ronde, peut-être qu'elle est en 3D, je ne sais pas comment elle est faite. Mais en général, les organisations, elles sont figées. On fait une réorganisation, on essaye d'inventer la meilleure façon d'avoir notre organisation, on met ça sur le papier, on fait l'organigramme et on pose ça, il y en a nos divisions, nos sous-divisions, nos services, nos fonctions, nos machins. Le problème, c'est que cette organisation, elle n'est pas vivante et que le monde, lui, il change et il change de plus en plus vite, de façon de plus en plus imprévisible. Et donc, même à supposer que j'ai la meilleure organisation du monde, que quand on a fait la réorganisation, les consultants et les équipes de l'entreprise qui ont travaillé ont prévu effectivement la meilleure organisation. Même en imaginant que effectivement c'est ce qu'on a fait, qu'il n'y a eu aucune résistance au changement, écouté et implémenté, que c'est vraiment ça et qu'on est pile la meilleure organisation, le problème c'est que dès demain matin, le monde commence à changer, les besoins des clients changent, les technologies changent, l'environnement change, il y a des imprévus type Covid ou autre, ou climatique ou autre. Et du coup, je me retrouve à avoir deux organisations qui divergent. L'organisation formelle, celle de l'organigramme, et l'organisation idéale, celle qu'il faudrait avoir. Il y a même une troisième organisation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, dans une organisation, il y en a trois, et ces trois organisations divergent. Et nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est que
notre organisation reste toujours parfaitement alignée avec ses besoins propres et les besoins de l'environnement, des clients, des fournisseurs, etc. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin dans notre entreprise de mettre quelques rituels. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des choses en plus à faire, ça veut dire que c'est des façons différentes de faire des choses qu'on fait déjà. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? On a un métier, on délivre un service, on fabrique un produit ou on vend un produit. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire notre métier, de travailler bien. Et puis, il y a des changements dans l'environnement qui créent des tensions, comme en ce moment. Autrement dit, des écarts entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être, ou ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire. Et du coup, quand il y a ces tensions, ce dont on va avoir besoin, c'est d'attraper toutes ces tensions, de les identifier et de les résorber et de le faire au plus vite. Donc, ce n'est pas de la grande réorganisation, c'est d'attraper toutes les petites tensions, c'est de les capter, et c'est soit de les résoudre, soit de mettre en relation la personne qui a le besoin et la personne qui peut amener la réponse, ou qui peut amener en tout cas faire le premier pas pour amener la réponse. Et donc, on a une réunion régulière, fréquente, extrêmement rapide. Hein. Ça peut être 1 heure par semaine, par exemple pour un COMEX, ou dans une équipe, ça peut très bien être 10 minutes tous les matins. Donc c'est vraiment très très court. Et la fonction de ce temps-là, c'est d'identifier toutes les tensions et de mettre en relation les personnes qui ont les tensions et celles qui peuvent y répondre. Donc soit on répond en direct à la tension, soit on se planifie un petit coup de téléphone, ou une réunion, ou on met l'action qui va bien. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on travaille avec un COMEX qui est très rodé à ces processus-là, on arrive à avoir des COMEX qui prennent 30 décisions en 45 minutes. Ensuite, quand on fait ça, on va se rendre compte qu'à un moment, il y a des besoins, et que parfois, il y a des besoins sur lesquels, en fait, on s'aperçoit qu'il y a besoin de faire quelque chose, peut-être parce que l'environnement a changé, et que du coup, on travaille à la maison, et maintenant, il y a quelque chose en plus qui est nécessaire pour l'organisation, et c'est le rôle de personne ne le fait. Donc, quand on identifie des points comme ça, on les met de côté, et puis on a une réunion qui est beaucoup moins fréquente, mais une réunion d'optimisation de l'organisation. Là, on a besoin de faire quelque chose, et personne ne le fait, donc on décide de qui doit le faire, ou des fois on a besoin de faire quelque chose, et il y a 2 personnes qui pensent que c'est elles qui ont l'autorité pour le faire, le pouvoir de décision, et donc ça veut dire que notre organisation n'est pas claire, et donc on va aussi mettre ça dans la réunion d'optimisation de l'organisation, ce qui fait qu'en permanence, on est en train de créer des nouveaux rôles, supprimer des rôles, changer un peu les périmètres de ce que font les personnes, et que l'ensemble de ce processus-là va nous amener une efficience opérationnelle infiniment plus importante qu'une organisation figée, et puis va amener aussi beaucoup de bien-être, parce que chaque fois qu'on supprime des tensions, c'est du bien-être supplémentaire qu'on récupère. Et puis après, comme on est des humains et que ça c'est centré sur l'opérationnel, on a aussi un temps de régulation relationnelle cette fois-ci, dans lequel on va échanger sur les émotions, sur les ressentis, enfin voilà, sur toute la partie humaine. Je n'ai pas le temps là de rentrer dans le détail, mais c'est essentiel de ne pas gérer l'opérationnel sans gérer l'humain, et c'est essentiel, et d'oublier de gérer l'humain, et c'est essentiel de dissocier les deux. Comme ça, l'humain, les peurs fantasmées, les jeux d'ego, tous ces trucs-là ne pénalisent pas l'opérationnel, et comme ça, l'opérationnel aussi ne nuit pas au fait qu'on régule ce qui se passe entre les personnes. Et puis il y a un troisième rendez-vous qui est beaucoup moins fréquent, mais qui est important, qui est de vérifier l'alignement avec le sens, la raison d'être, éventuellement de faire évoluer la raison d'être si ça bouge. Et ce dispositif-là va créer dans des structures qui sont des structures figées existantes, on n'est pas en train de switcher d'un coup vers un truc genre l'entreprise libérée, dans des structures existantes, on est capable du coup d'amener les ajustements au quotidien qui vont faire que même dans un environnement comme aujourd'hui, on est capable j'allais dire de voyager à l'aise, c'est ce que je fais dans mes expéditions, ou de naviguer à l'aise dans le monde du business. Voilà, et donc le prochain webinaire, il sera centré sur vous donner les outils opérationnels pour cette réunion-là de recyclage des tensions à très très haute vitesse. Donc si vous êtes un manager qui reçoit 12 000 emails par jour de 15 000 personnes différentes avec toutes les questions qu'il y avait déjà en temps normal, plus toutes les questions qui sont liées au fait qu'en ce moment on est dans un contexte particulier et que peut-être j'ai pas l'accès à tel logiciel ou que je suis pas sûr que telle ressource sera là, et que vous êtes hyper sollicité par ça, c'est vraiment un webinaire pour vous avec un outil centré sur ça. Ce qu'il va nous falloir aussi,
au-delà des questions de raison d'être, d'agilité, de structure des organisations et de management, c'est de la créativité et de l'innovation. Parce que c'est pas de chance, mais c'est Justine qui a décidé, encore elle, la date d'aujourd'hui pour le webinaire. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'année où je n'ai pas ma boule de cristal. Donc voilà, désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider avec ça. Par contre, j'ai une conviction, c'est que demain n'est pas la suite d'aujourd'hui. Entre aujourd'hui et demain, c'est pas demain, c'est après-demain ou la semaine d'après, ou c'est l'année qui vient, mais il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles ruptures. Et donc, on a besoin d'être en mode créativité, on a besoin d'innovation, en particulier d'innovation de rupture. Les solutions pour demain, ce n'est pas de réappliquer les solutions d'hier ou les solutions d'aujourd'hui, ce serait même se créer des problèmes supplémentaires. C'est parfois de changer de modèle complètement et de switcher sur un autre paradigme. Illustré dans mon monde, il y a une prochaine expédition où je vais avoir 5000 km à parcourir en kayak. Et je ne peux pas avoir... alors j'avance en kayak à la pagaie de 20 km par jour, et je ne peux pas avoir du coup les 250 jours de nourriture nécessaires pour faire les 5000 km dans mon kayak. Et j'ai regardé ce que donnait d'optimiser la pagaie, d'optimiser le kayak. J'aurais pu faire un entraînement de Rambo pour être capable de pagayer 6 heures par jour comme un fou. Et même en faisant tout ça, en fait, je n'étais pas du tout au niveau de réponse par rapport aux besoins. Et du coup, je me suis arrêté et je suis passé en mode créativité avec plusieurs personnes en croisant le regard de plusieurs experts et on a développé des techniques de kayak tracté par cerf-volant. 2 minutes pour décoller le cerf-volant et ensuite ça tire tout seul. Moins d'efforts, moins de contraintes et plus de résultats. Donc plutôt d'essayer de faire toujours plus de la même chose pour trouver la solution à un besoin dans un environnement où le besoin était trop à l'écart, trop décalé de ce qu'on faisait au quotidien, on a switché sur un autre modèle. Puis pour être honnête avec vous, je ne fais plus de kayak tracté par cerf-volant, parce que c'est probablement pas visible sur vos écrans, mais entre le kayak ici et le cerf-volant, il y a une ficelle. Et sur cette ficelle, moi aujourd'hui, j'ai mis une voile qui est par ici. Et aujourd'hui, je fais du kayak tracté par la voile, qui elle-même tient dans le ciel, pendue sous le cerf-volant. Et ça va 2 fois plus vite qu'avec le cerf-volant, qui allait 5 fois plus vite que quand je pagayais. Aujourd'hui, mon problème, c'est plus comment je fais pour faire mon expédition, mes 5000 km en moins de 250 jours et donc pouvoir stocker toute ma nourriture. Mon problème aujourd'hui, c'est comment je maîtrise ce kayak qui va tellement vite que ça devient instable. Et donc, du coup, j'ai mis des petits flotteurs. Enfin, voilà, on est passé vraiment dans autre chose. Est-ce que vous préférez, vous, pagayer, ramer 6 heures par jour pour avoir une certaine quantité de résultats? Ou est-ce que vous préférez moins d'efforts, moins de contraintes et plus de résultats en passant par de la créativité qui est de toute façon indispensable dans un environnement où il y a des ruptures? Donc derrière ça, l'idée, c'est l'innovation, mais pas l'innovation incrémentale, c'est pas optimiser encore un paramètre d'un processus ou d'un produit existant, c'est vraiment changer de modèle. Et puis pour moi, le dernier sujet concerne la complexité. Puisque le monde de l'entreprise, hier, il était très rarement simple et en général compliqué, mais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça, il est parfois compliqué et en général complexe, et demain, certainement encore plus complexe. Ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement des approches qui permettent d'être efficaces face à des situations ou des environnements compliqués, mais être capable d'adresser la complexité. Et ça passe par de l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire la compréhension du problème du point de vue de la situation de chacun des acteurs. Et puis ça passe par de l'intelligence collective. Et donc, ça nous amène tout ça sur le terrain de la collaboration, de quelques méthodes spécifiques, du co-développement ou de ce genre de choses, en tout cas de la déconcentration du pouvoir de décision et de l'expertise seulement dans la tête de quelques-uns pour aller vers le collectif. Et évidemment, le collectif, face à du complexe, est infiniment plus intelligent que même le meilleur expert qu'on peut avoir dans l'organisation. Voilà, tous ces principes-là, dans mon monde, ce que ça m'a permis, c'est de voir quelques paysages plutôt sympas, quand j'ai traversé l'Himalaya à pied, par exemple. Ce que ça m'a permis aussi, c'est de faire des rencontres extraordinaires. Alors, dans vos entreprises, vous n'êtes peut-être pas habillés tout à fait comme ça, mais c'est sûr qu'il y a forcément des rencontres extraordinaires à faire. Puis, même en dehors de l'entreprise, avec des clients, des fournisseurs, il y a des vraies aventures humaines à vivre, même dans ce milieu-là.
Et d'ailleurs, en situation de crise, c'est là où les gens se révèlent, et ça peut être un très très bon révélateur de plein de collaborations, d'échanges et d'expériences humaines extraordinaires à vivre. Ce qui s'est passé pour moi aussi, c'est qu'à force à l'aide de ces principes-là, ça m'a permis de pratiquer proche de ma limite de compétence. Et à force de pratiquer à l'approche de ma limite de compétence, il y a un jour où ça devient facile, même agréable, et je me rends compte qu'en fait, ma limite de compétence est ailleurs, et là, c'est le moment d'enrichir mon poste, de changer de job, enfin voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus épanouissant que de se rendre compte un matin qu'en fait, on a des compétences supplémentaires, et de trouver comment est-ce qu'on va les utiliser au mieux. Ça, c'est mon monde. Par quoi commencer dans l'entreprise? Écoutez, moi, j'interviens sous la forme de conférences lors d'événementiels d'entreprise. J'interviens sous la forme d'ateliers. Donc tout ça, ça fait partie de ma mission, remplir ma mission de transformation positive du monde. Mais ce sont des moments très très impactants, donc j'adore. Par contre, ils sont un peu éphémères. Et puis je fais aussi de l'accompagnement, de transformation d'entreprise pour qu'elle soit efficiente dans le monde d'aujourd'hui. Et ce que je vois auprès de mes clients, et parfois il y a des clients que je n'ai pas vus pendant 3, 4 ans, 5 ans, et que je recroise quelque part par hasard dans un séminaire, et on reparle du coup de ce qu'on a vécu, et pour moi, ce que je vois qui a vraiment fait la différence, ou pas, dans la transformation, c'est est-ce qu'on a vraiment adressé la question du pourquoi. On en revient à ce socle, à la raison d'être. Est-ce que tout le monde dans votre collectif a compris quelle était la mission ultime du collectif, et est-ce que tout le monde, alors pour ses raisons propres, hein, on n'est pas forcé d'adhérer pour les mêmes raisons, moi, mon voisin ou ma voisine, mais est-ce que tout le monde adhère suffisamment à l'ambition en fait portée par ce collectif et par ce projet collectif? Et si la réponse est oui, vous allez avoir des gens qui sont créatifs, engagés, etc., quels que soient les Covid ou les difficultés rencontrées. Si à l'inverse, le style de management, c'est purement la carotte et le bâton, quand tout va bien en termes d'environnement, il y a des effets de bord, mais bon an, mal an, ça peut faire le job. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on rentre en période turbulente, on sait par avance que les gens seront moins engagés, vont se protéger, vont tirer la couverture à soi. En fait, on me demande souvent ce que font les difficultés dans une équipe. Et en fait, je ne peux pas dire que les difficultés, ça crée du lien dans une équipe. Je ne peux pas dire que ça éclate la relation. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que ça démultiplie par 10 ou par 100 la tendance préexistante dans l'équipe. Donc, si on avait une vraie raison d'être partagée, eh bien, ça va rendre les gens hyper créatifs, et ça sera juste une occasion supplémentaire de ressortir encore plus créatif et encore plus fort de la situation qu'on a traversée. Ça, c'est pour ce qui concerne vraiment le point de départ. Et puis après, ensuite, la plus grosse transition à faire. Ce n'est pas le moment là de lancer des grands projets, mais on peut déjà s'approprier des outils. La plus grosse transition à faire au niveau de l'organisation, encore une fois, c'est de la rendre auto-adaptative. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On est vraiment à une période charnière, et autant dans l'entreprise, on cherchait la conformité dans beaucoup d'entreprises, autant j'entends aujourd'hui les directions beaucoup plus ouvertes à écouter d'autres façons de faire. Et donc, si vous avez des propositions à faire, même si ça ne va pas dans le sens de l'organisation, alors à faire de façon constructive, hein, l'idée c'est pas de se plaindre, l'idée c'est de transformer positivement. Moi je pense que c'est la bonne période, donc voilà, si vous avez une âme de rebelle constructif, levez-vous, faites-le savoir, je pense que c'est le bon moment pour ça. Et puis, pour finir, je vous ai mis quelques ressources à disposition derrière eti.studio.com et vip.studio.com. Je vous ai mis en particulier 5 courtes vidéos qui reprennent les 5 éléments, raison d'être, agilité, enfin les 5 que j'ai présentés là. Et ça, je l'ai fait parce que tout le monde n'était pas forcément présent au webinaire. Mais si vous voulez du coup partager avec vos équipes des messages que vous avez entendus ici, qui vous semblent pertinents, ou ouvrir la discussion d'une façon agréable sur le sujet de est-ce qu'on est suffisamment agile, sur le sujet de complexité, etc. Il y a ces 5 vidéos, elles durent 2 à 3 minutes chacune. Donc c'est vraiment un truc très court, et c'est un outil qui est fait pour démultiplier l'efficacité. Et puis si vous voulez le contenu sous forme de slide, de la même façon, c'est téléchargeable derrière ces adresses-là. Merci à toutes et à tous, merci à Justine, à Great Place to Work, merci à Louise pour l'organisation, merci à toutes et à tous pour votre attention.
S'il y a des questions, des remarques, des commentaires ou des insultes, c'est maintenant. N'hésitez pas à mettre, déjà merci Olivier pour ton partage, à mettre vos questions ou commentaires soit dans le chat, soit vous pouvez activer votre micro pour la poser oralement, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps, si vous voulez. Alors, moi, Justine, j'ai pas la vision du chat, donc s'il y a des choses dans le chat, tu pourras me le dire. Globalement, si, c'est bon, je viens de le récupérer. Ok, super. On avait un commentaire de Véronique qui nous disait « Plus que jamais, le why est important. C'est une très belle illustration polaire des concepts de Simon Sinek. Merci. » Oui, alors moi, j'ai compris ça par le terrain et j'ai découvert Simon Sinek après. Mais effectivement, c'est parfaitement aligné. Et pour les personnes qui nous écoutent, là, si vous ne connaissez pas le TEDx de Simon Sinek, YouTube, TEDx, voilà, vous mettez son nom, Sinek, c'est S-I-N-E-K. C'est très, très éclairant sur le type d'organisation dont on a besoin.